Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où on va parler de potager hyper fastoche avec presque rien à faire. Peut-être que vous n'avez pas le temps de faire un potager, peut-être que vous n'avez pas envie de désherber et d'arroser continuellement, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir une serre et de refaire chaque année les semis. Il est possible que vous en ayez marre des limaces, des escargots, des rats-aux-pieds qui détruisent tout votre travail. Ou simplement vous avez envie de passer votre temps à autre chose que le jardinage. Vous avez peut-être envie de lire des livres, peut-être envie de faire des balades dans la nature, peut-être simplement passer du temps avec ceux que vous aimez. Si pour vous aussi le potager rime avec corvée, bienvenue, ici il y en a pour tous les goûts. Moi j'aime bien le potager, mais j'aime bien également les choses simples et faciles à faire. Tout le monde n'a pas envie de faire un champ de laitue comme ici, tout le monde n'a pas envie de replanter les pommes de terre chaque année. Et puis du coup, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer une petite balade que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. En faisant une petite randonnée en famille dans les forêts, on est tombé sur cette colline immense, entièrement remplie d'ail des ours. Partout où on regarde en fait autour de nous, le sol est recouvert de plantes comestibles et 90% de ces plantes au sol sont de l'ail des ours. Donc voilà, la nature c'est déjà une des premières sources d'inspiration si on veut produire une abondance d'excellentes feuilles avec quasiment aucun travail. Bon, personnellement chez moi je n'ai pas encore des forêts d'ail des ours, mais j'en ai planté un petit peu, mais j'ai pas encore une forêt remplie. Par contre j'ai au moins 1001 plantes intéressantes dans le but de faire des légumes sans travailler. Et d'ailleurs c'est un des intérêts de la forêt comestible, ce que j'appelle les forêts comestibles, c'est que, parce que souvent on les oppose à vergers, forêts comestibles et vergers, j'ai envie de dire, si on veut se dire simplement, un verger c'est une plantation d'arbres qui produit des fruits, et une forêt comestible, c'est une plantation multi-étagée qui produit des fruits, mais également des légumes. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai à peu près 1001 plantes qui seraient intéressantes d'aller voir, mais on va commencer par 5 aujourd'hui, et si jamais ce sujet vous intéresse, on en fera 50 la prochaine fois, et ainsi de suite. La première plante, ça va être l'épinard asiatique. On va donc commencer par cet épinard asiatique, ou sarrasin vivace, elle est plus connue sous le nom de sarrasin vivace finalement. C'est une plante que j'adore et c'est la plante la plus récente sur mon jardin corésien. Du coup c'était juste une petite bouture que j'ai plantée l'année dernière. Hop, là il y avait un champ d'amarante, ici il y avait une petite bouture de sarrasin. Et puis j'ai rien fait, enfin si la première année je m'en suis occupé, je l'ai arrosée. Et puis cette année je m'en suis absolument pas occupé et elle pousse abondamment. La touffe s'agrandit énormément et ça me donne une quantité folle de feuilles excellentes. C'est une plante qui peut atteindre les 2 mètres de hauteur. Les feuilles sont excellentes crues ou cuites, un peu comme les épinards, la même façon de faire, sauf que ça vous fait vraiment des grandes tiges. On peut les consommer à partir de la mi-avril, elles commencent à sortir de terre, jusqu'à la floraison. La floraison c'est au mois d'août, mais on va dire que jusqu'à juillet, on peut facilement la consommer crue, on peut manger toutes les feuilles crues. À partir de juillet, on va plutôt manger les petites feuilles, ou alors on va simplement les faire cuire comme des épinards, ça sera vraiment excellent. Et après la floraison, ça attire les pollinisateurs, c'est vraiment chouette. Et moi c'est le moment à partir duquel je ne commence à plus la manger en fait, à partir du mois d'août. Donc voilà, super plante, très résistante à la sécheresse. Donc la première année, quand on l'implante dans le terrain, il vaut mieux effectivement l'arroser, s'en occuper un petit peu la première année. Et après c'est fini, on ne fait plus rien, il n'y a plus qu'à récolter de plus en plus chaque année. Sans rien faire. Si ça c'est pas une plante de feignant, je m'y connais pas. Et en plus ce qui est intéressant c'est qu'elle est en train de gagner sur l'herbe quoi. Donc au bout d'un moment je vais finir par devoir la tondre et la faucher parce qu'elle gagne de la zone de... En fait je l'ai plantée par là. Là il y a des pommes de terre et elle se décale dans mon allée. Donc finalement ça va devenir... Là je la vois, elle pousse ici quoi. Ça va devenir une plante que je vais devoir tondre, débroussailler et qui est une super plante comestible. Et c'est vraiment la belle vie quoi. Bon maintenant on va voir une autre plante, en fait je fais très vite sur chaque plante, peut-être éventuellement un jour je prendrai du temps et je m'attarderai sur chacune d'elles parce qu'il y a plein d'autres intéressants, de vertus médicinales, plein de trucs à dire, mais je fais un petit survol de tout ça. Allez on va voir la suivante. Alors la plante dont je vais vous parler maintenant, c'est sans doute la plus discrète de celles que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la cucubale, c'est une silène. C'est une jolie plante qui pousse à mi-ombre, elle pousse dans les haies, sous les arbres, elle aime bien les endroits un peu ombragés. C'est une herbacée lianescente qui peut faire des lianes montant. Là j'en ai une qui monte quasiment à 1,20 m. Donc voilà, c'est des petites lianes
qui peuvent monter jusqu'à 1,20 m si elles ont des supports pour s'appuyer. Ici, elle s'appuie sur une autre plante comestible hyper intéressante, l'Akebi, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc cette petite cucubale, déjà, elle a un nom rigolo, et ça, c'est bien. Et du coup, cette petite plante, ce que j'aime bien chez elle, c'est que déjà, il n'y a rien à faire, on en plante une fois, là j'en ai planté une fois, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va faire une floraison à partir de juillet à peu près, ça dépend des régions évidemment. Donc grosso modo, en juillet, elle va fleurir, après ça va faire des petits fruits noirs, des petites baies, que les oiseaux viendront manger, et les oiseaux, quand ils vont se percher sur les arbres, dans les haies, tout ça, ils vont déféquer, et ça libérera les semences qui vont à nouveau pousser. Donc c'est une super plante, hyper intéressante. On l'implante une fois sous un arbre un peu à l'ombre, et après, elle se propage dans le jardin. On a une plante comestible partout. Ce qui est bon à manger chez cette plante, en fait, c'est les jeunes pousses, on les fait cuire, voilà, tout simplement. On prend les jeunes pousses, on les fait cuire, et on a un super petit légume hyper intéressant qui repousse chaque année, et chaque année de plus en plus nombreux. Non seulement elle se ressème via le travail des oiseaux qui viennent picorer les fruits et disséminer les graines, mais en plus la touffe s'agrandit parce que c'est une souche rampante sous terre, et du coup chaque année la touffe est de plus en plus grande. Évidemment, elle sera limitée par l'ensoleillement. S'il y a du soleil, elle va arrêter d'y aller parce qu'elle n'aime pas le plein soleil. Mais voilà, si c'est de la mi-ombre, elle continue à grandir chaque année, toujours un petit peu plus. Voilà, c'est une plante caduque, c'est-à-dire que au printemps elle démarre, hop, elle pousse, et dès l'automne arrivé, dès qu'il fait trop froid, elle disparaît sous terre, elle s'enfouit, elle disparaît. Et au printemps suivant, elle redémarre, toujours plus grande, toujours plus forte, toujours plus belle. Allez, bon, là c'est marrant, et je vois les petits fruits de la Kébia aussi. Il faudra vraiment que je vous en parle, mais je vous en parlerai quand les fruits seront un peu plus gros. On va voir la plante suivante, qui est une très chouette plante également. Donc la plante dont je vais vous parler ici, c'est le Karaganier, ou le pois de Sibérie. Donc c'est un arbuste fixateur d'azote, c'est la plante la plus fixatrice d'azote que je vais vous présenter aujourd'hui. Grosso modo, elle vit en symbiose avec des bactéries qui captent l'azote atmosphérique, et du coup c'est comme ça qu'elle peut pousser sur des sols extrêmement pauvres, sans engrais évidemment. Et quand ses feuilles tombent au sol, ces feuilles sont riches en azote, et donc elles nourrissent le sol. Bref, c'est une plante qui est vraiment intéressante. Donc le Karaganier, qu'on appelle également pois de Sibérie, et en fait ce qu'on va manger, c'est les petits haricots. Elle fait une quantité de petits haricots que l'on va manger quand ils sont petits, quand ils font 3-4 cm, qu'on va faire cuire comme des haricots. Si on attend que les gousses grossissent un petit peu, on peut aussi manger les graines à l'intérieur des gousses, à la façon des lentilles, on va dire, plus ou moins. En gros, on fait tremper les graines dans de l'eau pendant une douzaine d'heures, ensuite on les fait cuire pendant 20 minutes, et on a un substitut aux lentilles. Évidemment, donc c'est une plante vraiment très nourrissante, et ce qui est intéressant avec ce végétal également, c'est qu'il supporte des hivers extrêmement froids, jusqu'à moins 40, et des étés extrêmement chauds et secs, jusqu'à plus 40 et sans une goutte d'eau. C'est vraiment une plante puissamment résistante à tout type de biotope. Par contre, elle n'aime pas trop vivre les pieds dans l'eau, donc là on est sur une zone un peu sèche, et c'est ce qu'elle aime bien. Bon, je ne l'ai jamais arrosée, évidemment. Si je l'avais arrosée un peu, probablement qu'elle aurait poussé un petit peu plus vite, parce que là je l'ai implantée toute petite en 2018. Voilà, elle grandit tranquillement. C'est un arbuste qui peut atteindre 6 mètres, un arbre ou un arbuste qui peut atteindre 6 mètres maximum, et produire une abondance de gousses. On n'a pas besoin d'en avoir plusieurs, un seul, il est auto-fertile, il fournira des gousses. Et cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les graines et je vais les faire germer pour m'en faire tout plein d'autres, parce que c'est vraiment une plante intéressante. Les fleurs jaunes sont très mellifères. Au printemps, ça attire beaucoup de pollinisateurs. Et voilà, c'est une plante capable de fixer l'azote atmosphérique, qui résiste à peu près à tout. Je ne l'ai jamais vu malade, je ne l'ai jamais vu faible. C'est juste que ça pousse doucement, mais sûrement. Donc voilà, des haricots. Maintenant, on est depuis le mois dernier, depuis le mois de mai, il y avait la possibilité de manger des haricots grâce à cette plante. Du coup, on ne peut plus dire qu'on a loupé ces haricots. Quand on a quelques Karaganiers au jardin, on est sûr d'en avoir chaque année. Bon allez, allons voir la plante suivante. La prochaine plante dont je veux vous parler est probablement la plus énorme, la plus gigantesque. Il s'agit du tilleul, qui est une excellente salade comestible, riche en protéines et en tout un tas de minéraux. Personnellement, sur mon terrain, j'ai la chance d'avoir vraiment beaucoup de tilleul. C'est une des plantes que je préfère. C'est une plante monstrueusement productive et, comme je l'ai dit, riche en protéines, et une salade vraiment abondante. Quand on a un tilleul au jardin, on ne peut plus dire « Ah ben j'ai loupé mes salades, je n'ai pas de verdure à manger ce printemps » parce que voilà, de la salade géante quoi. Moi, sur mon terrain, j'ai
5 gros tilleuls. Hein. J'ai des tilleuls à petite feuille, tilleuls à grande feuille et éventuellement l'hybride entre les deux. Ce sont les plus courants, hein. Tilleul à grande feuille, tilleul petite feuille et l'hybride entre les deux. Voilà, celui-ci, le tilleul à petite feuille, il est en train de préparer sa floraison. Hein, le tilleul est surtout connu pour l'abondante floraison mellifère utilisée pour les tisanes ou pour faire du miel de tilleul. Enfin, voilà, c'est une super plante. Et niveau productivité, pour moi, elle supplante quasiment tous les légumes du potager. Parce que, bon, déjà c'est une plante, on la met une fois, elle peut vivre facilement 500 ans, jusqu'à 1000 ans même. Au sol, ce tilleul-là immense, il fait à peu près 50 cm, il prend 50 cm² au sol. Je défie un autre légume de produire autant de nourriture sur 50 cm au sol. Évidemment, il triche un peu parce que le tilleul peut monter jusqu'à 30 mètres de hauteur, ce qui n'est pas le cas de mes petites laitues. Bon, même si la plante est énorme, je ne vais pas en parler pendant des plombes. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on utilise donc les jeunes feuilles au printemps, jusqu'à fin juin, mi-juin. Si on dépasse juin, il vaut mieux les faire cuire, elles sont meilleures parce que sinon elles ont tendance à devenir fibreuses en vieillissant en fait. En gros, on va dire que tant que l'arbre n'a pas fleuri, on peut manger les feuilles crues ou cuites. À partir du moment où l'arbre a fleuri, il vaut mieux manger les feuilles cuites. Et même ce qu'il faisait à une époque, vu que c'est une feuille riche en protéines, extrêmement en minéraux également, et très intéressante au niveau de l'alimentation, en été, on peut faire sécher les feuilles. Après, on les réduit en poudre, on les concasse, on les écrase pour les réduire en poudre. Et ça peut soit faire un complément pour de la farine, hein, augmenter une farine, ou pour épaissir une soupe. Voilà, c'est très intéressant comme aliment, même pendant les périodes de disette, tout le temps. En fait, c'est vraiment une super plante. Voilà, donc moi sur mon terrain, j'ai donc 5 énormes tilleuls. Et je pense que dans le jardin, j'en ai planté une bonne dizaine, hein, des espèces différentes, un tilleul des Henry, enfin tout un tas de tilleuls. Pour leur intérêt également mellifère à nourrir. La biodiversité, c'est des nichoirs à oiseaux. C'est de la folie cette plante quoi. Et en plus donc de mes 5 énormes tilleuls déjà présents à mon arrivée, en plus des dizaines d'autres tilleuls que j'ai plantés après mon arrivée, il y a également tous les tilleuls sauvages qui sont issus des semis des grands tilleuls en fait. Par-ci par-là dans la prairie poussent des tilleuls spontanés, c'est dingue. Bon, la dernière plante dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce genre de poireaux géants, hein, qui n'ont rien à voir avec des poireaux. C'est probablement la plante la plus aquatique de la journée. Il s'agit de la macette. Bon, ici c'est la macette à large feuille, mais ça pourrait être une autre macette, peu importe. Et c'est une plante donc, qui pousse plutôt dans les zones humides et qui est vraiment extrêmement intéressante pour ces jeunes pousses. Voilà, vous voyez, on peut récupérer l'intérieur des jeunes pousses et on obtient comme une espèce de cœur de palmier bien blanc et excellent. Vu que c'est une plante qui pousse dans les lieux humides, on va dire que les plantes qui poussent dans les zones humides, il vaut mieux les faire cuire pour être certain de ne pas avoir de problème avec les parasites. Donc c'est une plante que je vais faire cuire, mais ça va être vraiment, je vais vous montrer ça, c'est vraiment une excellente plante. C'est une plante qui est vraiment extrêmement riche en amidon, en glucides, c'est une plante très nourrissante. Voilà, beaucoup de plantes sauvages vont être riches en vitamines, en minéraux, etc. Mais là, on a vraiment cette sensation d'être nourri par cette plante, très très riche en amidon. On peut même faire sécher les rhizomes, là j'utilise juste le cœur de la tige. Bon, on peut aussi récupérer les rhizomes, faire sécher donc les rhizomes pour en faire de la farine. Et c'est vraiment très productif en farine. Personnellement, je ne prends pas le temps de le faire, hein, je les mange plutôt comme ça, directement cueillis. On peut aussi manger, bon, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, je ne vais pas toutes vous les dire. Je vais essayer de vous montrer une petite cuisson de macette. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui permettent de faire une chaîne sans publicité, sans placement de produits. Et en plus, je fais des plantes sauvages, effectivement des plantes pérennes, mais je fais également des plantes potagères classiques avec des semences résistantes aux maladies. Et pour certaines contreparties des gens qui me soutiennent, j'envoie des semences résistantes et reproductibles. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse voir le financement participatif.
De plus, si cette vidéo sur les légumes sans quasiment aucun travail vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça je sais que ça vous intéresse et j'en ferai d'autres parce que j'ai tout un tas de plantes intéressantes à vous montrer. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!